Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous n'avez pas une journée dure comme moi. Voilà. Euh, Depuis quelques jours, on voit ce qui se passe dans le Grand Nord. On voit comment les Kamenganga, précisément, comment les camionneurs ont bloqué la route depuis plus de 3 jours. Rien n'est sécure. On voit même des vidéos comme il y a des bœufs, des vaches ou des bœufs ou des vaches, comme vous voulez, qui sont obligés de descendre les camions pour manger parce que s'ils continuent à rester dans les camions, ils risquent de mourir de faim. Ils risquent de mourir de faim. Tout est bloqué là-bas parce que les camions, tout est parti de quoi? Tout est parti, ne rappelez-vous, d'une gifle d'un gendarme à un camionneur, d'un contrôle d'un gendarme qui contrôlait. Et qui, comme au Cameroun, vous savez, chacun peut faire comme il veut, ce qu'il veut. Un gendarme peut se permettre de gifler une personne, tranquille, et puis tout passe. Et puis ça a créé la colère. Et depuis 3 jours, la colère est montée. Le sous-préfet est venu pour parler. On lui a dit, les camionneurs ont fait le communiqué en disant tout est bloqué, qu'il n'y a plus de poste de contrôle et que c'est eux les camionneurs qui décident. C'est eux qui décident, c'est pas le sous-préfet. Je préfère à un moment donné valider ça. Mais même comme ça continue toujours là. C'est-à-dire que la revendication continue toujours. Et là, maintenant, on a vu même le gouverneur maintenant descendre. C'est le gouverneur maintenant qui descend pour calmer les choses. Et vous voyez comment. Pourquoi vous comprenez les choses? Pourquoi vous comprenez comment un système peut s'embraser? Parce que actuellement, le problème que vous allez voir des camionneurs, vous allez penser que c'est un problème qui s'arrête uniquement parce qu'il y a un problème, parce que les camionneurs se plaignent depuis du fait qu'ils ont des agressions, le fait des contrôles de police et tout ça qu'on connaît là. Mais l'élection présidentielle également est en train de jouer un jeu. Puisqu'ils ont dit qu'on va respecter le mot d'ordre d'Issa Bakary, celui des villes mortes. C'est la même passé, on est d'accord que les villes mortes, c'est la même passé. Mais ils disent encore qu'on va respecter les villes mortes d'Issa Bakary. Pourquoi ils le disent alors qu'on est vendu aujourd'hui, alors que normalement les villes mortes sont passées? Tout simplement parce que le président élu, le président qui connaît, c'est Issa Bakary. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tout problème qui va arriver au Cameroun maintenant va rapidement se radicaliser. Et c'est ça le danger du régime. C'est ça que le régime de Biya a peur. C'est quoi? C'est que tout type de problème qui arrive dans le nord, dans n'importe quel endroit dans le nord, où on peut même régler rapidement, se radicaliser rapidement à cause de ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? On va se retrouver à un moment donné où des problèmes, des situations où on réglait avec les syndicats, avec les délégués, des délégations, avec le gouverneur, peut-être avec, bon, du JICA, mais bon, en tout cas, avec tous les partenaires sociaux qui peuvent être pris en compte lorsqu'on veut régler un problème, il est possible que, donc, à cause de l'élection présidentielle, c'est qu'un problème qui peut être résolu devient un problème, en fait, politique. Et donc, les Camerounais demandent même la libération des prisonniers politiques. C'est-à-dire, ils demandent de respecter le mot d'ordre de Issa Bakary et de libérer les prisonniers politiques. Ça a quoi à voir avec les problèmes au départ? Rien du tout. On est d'accord. Cela n'a absolument rien à voir avec le problème. Mais, avec la mort d'Anissa Ekane, avec tout ce qui se passe après la post-électorale, on verra donc des événements qui arrivent au Cameroun et qui, avec les partenaires sociaux, peuvent résoudre le problème, s'envenimer et devenir un problème plus grand que ça. Et donc, aujourd'hui, à Menganga, plus rien ne fonctionne. Les routes sont bloquées. C'est un gros manque à gagner. Et ça, c'est le troisième volet. Parce que ces hommes d'affaires-là qui ont des camions, qui ont tout ça, c'est de l'argent qu'ils perdent. Oui, bonsoir, chers compatriotes. Bien, euh, Monsieur Arthur vient encore de nous présenter la crise au nord et à Menganga. Et bon, il semble particulièrement s'inquiéter de ce que ça tourne en crise. J'ai dit non, non. Et il semble s'inquiéter de ce que ça peut menacer. Je veux le rassurer que ce qui se passe a encore le potentiel de chouer. Puisque je vous ai dit dans la première vidéo que le Cameroun déjà passé un moment. Aucun d'entre eux ne s'est transformé en un moment de Magna Carta. Un moment d'une valeur historique significative dans le sens où elle peut permettre au Cameroun de passer à des niveaux de développement et de démocratie et de bonne gouvernance, et de niveau de gouvernance supérieure. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et j'ose croire que les événements qu'ils décrivent là, et me réjouis même de savoir déjà là, que la population déjà même disent qu'ils vont obéir aux ordres. Parce que dans une vidéo précédente, dans les procédés et dans les solutions que j'ai, c'est une tactique que j'ai proposée pour pouvoir, je veux dire, se défaire de ce régime. Il fallait avoir comment on appelle, des mots de ville d'ordre, de ville morte fréquentes. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de le faire, elle doit venir. Ils doivent choisir des jours, tous les mercredis ou tous les vendredis, et ainsi de suite. Ils doivent le faire.
Ils doivent le faire. Ils doivent choisir 2 jours par semaine et les répéter. Ça doit être soit tous les 2 semaines, tous les 15 jours. Voilà, je recommande tous les 15 jours. Tous les 15 jours, 2 jours par semaine de grève. Voilà, et voilà, tous les 15 jours. Ça fait 4 jours par mois. Ils fonctionnent de cette façon-là. Ça va pousser des gens qui sont vraiment soucieux de maintenir la structure, venir vers eux avoir un dialogue avec eux. Ça, c'est ce que les peuples du Nord, de l'Ouest et du Grand Ouest et du Grand Nord doivent faire. S'ils veulent vraiment transformer ce moment que je veux et j'aspire et je souhaite que ce soit un moment de reconstitution réelle. Parce que je répète, et comme vous l'avez dit dans les premières vidéos, et comme je vais conclure dans cette dernière speech de cette série, voilà, en disant que les moments de reconstitution ont été ratés. Et particulièrement lorsque je lis ici, c'est beaucoup plus... Ce que je lis ici, c'est par rapport à ce qui a été réfléchi par rapport à la crise anglophone. Mais, comme je vous ai dit, je vais essayer immédiatement, comme ça, à la volée, essayer de l'adapter rapidement, voilà, à la crise post-électorale de 2025, qui représente une opportunité que j'espère cette fois-ci sera, à mon avis, le 4e moment de reconstitution, la 4e possibilité, opportunité de reconstitution que les Camerounais ne vont pas rater. Vraiment, ça c'est mon souhait. Donc ça c'était mon petit commentaire par rapport à la vidéo voilà. Et vous voyez comment le peuple est puissant. Le peuple est puissant. Et le peuple demande la libération des prisonniers politiques. C'est une chose. Mais j'encourage le président élu d'engager des négociations et, je veux dire, d'instruire au peuple de faire des demandes qui vont changer la structure de gouvernance. Libérer les politiques uniques, ce n'est pas suffisant. C'est facile. It's an expediency. C'est facile. Je m'assois au palais d'étudier et c'est facile pour moi de gérer ça. Je vais nulle part. D'un tout demain, je peux balayer cela. C'est facile, c'est pas compliqué. Ça ne menace en rien mon pouvoir. On a libéré Abaoyono. On a encore que c'est lié aux personnalités, non. Et demain, ce qu'ils vont faire, ils vont recommencer. Je vous ai parlé ici de ce cycle de répétition, ce cycle de crise. Voilà. Je reviens même avant que j'aborde la dernière partie du speech. Je vous ai donné le cycle de la pensée politique. Comment ça se répète? Un problème émerge. Vous avez compris, non? Soit ça peut être économique, soit ça peut être que je peux dire dissension, voilà, une manifestation politique. Un problème émerge. 2. La commande, le pouvoir central, la philosophie de la commande répond. Une intervention active, comme ça a été fait à Minganga. Le BIR descend. Voilà. C'est comme ça partout. Les militaires descendent, comme ça c'est fait à Yaoundé. Plus de contrôle, plus de surveillance. Voilà. Et plus de lois répressives. 3e, il y a un challenge qui est proposé. L'opposition proteste. La société civile, ceux de la diaspora, bavarde, spéculent, crient, ainsi de suite. Font ce qu'ils ont à faire, s'agitent, créent de ceci, créent de cela. Ah, voilà. Et peut-être même encore, il y en a un folklore de poursuites judiciaires. Quelques avocats se libèrent, ont fini le folklore. Voilà, le président attend calmement. Bien. Ça dure un peu. Quand ça dure un peu, il renforce la commande, le pouvoir exécutif avec sa philosophie de commande entre encore en jeu. Au nom de l'unité, au nom de la sécurité nationale, on vient et c'est qu'on supprime la contestation. Que ce soit de la société civile, que ce soit, je veux dire, des juristes, que ce soit de l'opposition. On les met en prison, on les balaye dans le cours. Et voilà, on attend patiemment. Regardez bien, on attend patiemment. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on revient. Avec les médias, avec tous ces débats stupides qui ont lieu sur toutes les plus grandes chaînes de télévision, sur beaucoup de chaînes de télévision camerounaises. Stérile, rien de constructif ne sort de là. C'est juste du bavardage. On finit avec ce débat et ça fait que quoi? Ça enlève, ça efface. Ça permet aux Camerounais d'oublier leurs problèmes majeurs et ainsi de suite parce qu'ils sont là simplement à la surface. Rien de fond n'est transformé. On attend encore 5 ans, 7 ans, les mêmes événements se produisent. Voilà votre cycle. Donc, je recommande la vidéo ici là-dessus pour dire rapidement et que non, la libération des prisonniers politiques, ce n'est pas suffisant.
qu'on libère M. Abayoun, c'est bien. Je suis content pour lui. C'est bien. Mais ça ne change pas la gouvernance dans son front. Donc, j'instruis et je recommande, je vais donc proposer au président élu, s'il m'écoute, ce qu'il devrait faire maintenant, c'est que donner des instructions à son peuple qui l'écoute, de faire des demandes ou bien de s'engager dans des actions qui vont changer de façon significante la structure de la gouvernance au Cameroun. C'est ça. C'est ça qu'il faut aller. Il faut aller à the core of the issues. Et qu'il suive ce que je lui dis ici en lui parlant de cycle de répétition et voir comment ces cadres se répètent et comment est-ce que le temps joue avec cela et voir dans quelle mesure et quelle est la stratégie politique qu'il peut mettre en place justement pour créer justement ce mouvement de Mamanakada ou bien et pour forcer maintenant le régime en place à entrer dans les négociations de fond et apporter au Cameroun, à créer au Cameroun une philosophie de l'accommodation, une philosophie de la décentralisation. Voilà, des choses comme ça. Bien. Ça fait 7 minutes que je parle. Bon, écoutez, on va directement passer à l'essentiel, à la dernière série de ce speech. Comme je l'ai dit, je vais simplement l'adapter à la volée. Pas de problème. Donc, cette lecture ou bien ce speech, nous allons maintenant conclure ici notre série en fournissant un commentaire critique sur la crise. Quand je dis actuelle, ça c'était la crise anglophone à l'époque. Donc, mais je vais le dire, sur la crise actuelle, en tant que reconstitution, on analysera le rôle de l'espace dans l'alimentation du mécontentement politique et on va offrir, j'espère, un appel puissant à l'action. Bien, comment est-ce qu'elle va s'organiser cette dernière série de mon speech? Bien évidemment, il faut rappeler que dans ce speech, ce n'est qu'une continuité de ce qui s'est passé. Je parlais des cycles de crise et je les analysais à travers la grille et la thématique, ou bien comme mon professeur Denis Mogenet à l'Université catholique de politique et avec les grilles de lecture qui sont l'espace, les thèmes comme l'espace, l'identité et le peuple. Donc, je vais utiliser cela parce que je pense que c'est une grille de lecture qui est pertinente pour le Cameroun. Donc, je vous donne un peu la structure. Donc, je vais parler de la crise anglophone comme une reconstitution ratée. Et je vais directement embarquer à proposer la crise post-électorale, pas écrit. Ça, comme je le dis, je le propose comme ça, de façon spontanée. La crise post-électorale 2025 comme une opportunité de reconstitution que j'espère ne sera pas ratée. Donc, à travers cela, je vais parler, on va entrer dans les thèmes du libéralisme, bien évidemment. On va parler du thème de la contraction du peuple, puisque je veux dire que j'utilise le peuple comme espace. Et en deuxième, on va parler de la tyrannie de l'espace. Je vais conclure donc, en proposant donc, voilà, une conclusion et un appel à l'action. La crise actuelle, il faut le dire, n'est pas un accident politique. Et dans ce cas, je parle de la crise anglophone. C'est l'issue inévitable d'un système philosophique défaillant. C'est la troisième tentative et la plus violente de la reconstitution du Cameroun. Ça, c'était la crise anglophone. C'était la troisième tentative la plus violente, et reste toujours violente, de reconstitution du Cameroun. Nous pouvons analyser cette crise en utilisant nos thèmes établis. L'échec du libéralisme malléable, la dynamique État minimal actif a complètement échoué. Suivez mes autres vidéos, je parle de l'état minimal actuel, voilà, et je parle d'un état minimal et un état qui est activement, très présent, actif dans ce paradoxe-là que j'explique. Au lieu de s'adapter aux revendications modernes et démocratiques, le commandement, la philosophie du commandement a renforcé l'active control. Un état qui s'imprègne, qui est très impliqué, mais dans le but de contrôler, de commander, d'étouffer, au nom de l'unité nationale. Lorsque les citoyens réclamaient la liberté, le concept philosophique, quand je parle de liberté, je parle amplement d'un concept philosophique qui met l'accent sur quoi? Qui met l'accent sur l'autonomie, qui met l'accent sur le consentement des peuples à avoir un mot à dire sur la façon dont ils sont gouvernés.
Revenez sur mes vidéos présentes. L'État répondait par plus de pouvoir. La réponse administrative, les codes, les décrets. C'est comme ça. Le sous-préfet, Arthur l'a dit dans une vidéo présente, le sous-préfet arrive et dit « Je vous connais tous, je sais qui sont les fauteurs de troubles ». C'est toujours comme ça. La menace, l'intimidation. Donc, je reviens donc pour dire que l'échec était que l'État n'était pas assez flexible pour permettre à ses propres citoyens de définir leurs propres conditions d'inclusion. Ça, c'était dans le cadre de la crise anglophone. De simples revendications. Les gens se mettaient dans la rue, les enseignants se plaignaient, les avocats se plaignaient. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était pas compliqué. Vous les appelez sur la table, vous faites savoir quelles sont leurs doléances, vous vous engagez dans les négociations avec eux, vous respectez leur identité et vous voyez dans quelle mesure vous pouvez leur permettre de s'intégrer dans cet État Cameroun avec leur propre couleur. Mais qu'est-ce qui est difficile à faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Il n'y a rien de particulièrement compliqué. Lorsque les gens ont des problèmes, à dire des problèmes, il y a des solutions. Il y a des solutions. Et la guerre est la solution ultime. On n'avait pas besoin de faire cela au Cameroun. On a maintenant un problème avec la fraude électorale. Et le fait que dans ma théorie du jeu, où il s'est retrouvé que le jeu a eu sa propre vie. Et M. Chiroma a gagné, a remporté l'élection. Et un très bon politicien, il a acté sur la situation présente. Et il a refusé de jouer le jeu. Il a dit, bon, les gens m'ont élu, donc je prends acte de cela et je continue. Bon, dans cette particulière situation, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Toujours les menaces. Toujours les menaces. Non. Eh bien, je me réjouis énormément de la position du président élu en ce moment. Donc, je vous ai donc dit que si on commence donc par l'échec du libéralisme malléable, pourquoi? Parce que le commandement a renforcé plutôt l'active control. Au lieu de se retirer, comme il disait, d'après ce que une approche libérale veut, non, ils sont toujours présents. La contraction du peuple, la crise a commencé par une demande d'équité juridique et éducative. C'était tout. Les avocats disent, nous devons être écoutés, voici notre input. Les enseignants disent, voici notre input. Voilà, la crise a commencé. Un appel à l'inclusion dans la définition de nous, le peuple. La réponse du commandement fut un rejet philosophique. Il utilisa la force pour définir la loyauté, contractant effectivement la catégorie de citoyenneté à ceux qui se conforment sans condition. C'est ça le Cameroun. C'est ce que Arthur, dans son commentaire de l'actualité politique, nous présente à travers ces vidéos. C'est rien d'autre. Vous envoyez la police, les préfets, les maires. C'est ça. Vous répétez les mêmes bêtises. Et je le dis cette fois-ci. Je répète, la crise post-électorale de 2025 représente la 4e reconstitution. C'est ça? La 4e reconstitution dont je vais parler à la conclusion. Que j'avais tant souhaité au moment de l'écrit de ceci. La 4e reconstitution tant souhaitée. Et j'espère qu'elle sera bien gérée de telle manière qu'elle change de façon fondamentale la structure de gouvernance et la notion d'espace et la notion d'identité des peuples au Cameroun. Monsieur le Président élu, s'il vous plaît, tenez ceci dans vos considérations, ce que je suis en train de vous dire dans vos analyses et dans vos tractations. Cette rigidité philosophique prouve que le commandement ne peut pas accueillir le défi sans modifier fondamentalement sa propre structure. C'est ça. On a des gens qui pensent que chaque fois qu'il y a contestation, s'ils acceptent, ça va changer de façon fondamentale quelque chose dans leur système de gouvernance. Ou bien, ça va menacer la sécurité de la structure. Je préfère utiliser ce terme. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Vous pouvez instituer une culture de la négociation au Cameroun. Vous pouvez instituer une culture de la transaction, ainsi de suite. Pour le bien commun. Mais ce n'est pas ça la culture. Puisque je vous dis que la philosophie, c'est ce que je constate. Hein? La philosophie du Cameroun, la philosophie qui est appliquée actuellement au Cameroun, c'est une philosophie du commandement.
La notion de la souveraineté nationale, de l'unité nationale est centrale. Toute contestation n'est en aucun cas acceptée. Passons maintenant à notre deuxième grille d'analyse ici, qui est la tyrannie de l'espace. L'élément le plus définissant, le plus puissant définissant notre crise est le concept d'espace. J'en ai parlé lors de la première vidéo. Je vais juste terminer ici. Le conflit est enraciné dans l'absence de place pour la différence politique réelle. On vous permet de vous agiter dans des partis, mais on ne vous donne pas la manœuvre, je veux dire, de définir quelque chose de conséquence qui puisse changer la structure du pouvoir et de la gouvernance au Cameroun. Vous allez créer l'OMAC, on va vous bloquer si on se veut. Vous allez créer tel parti, lorsqu'on se rend quand vous êtes insignifiant, on vous achète. On vous donne les petits, vous entrez dans les négociations, on vous donne un peu 2-3 millions, vous fermez, vous avez l'important, les Cabral Libye, qui jouent le rôle de Kodok. C'est que Kodok avait été quand j'étais jeune. Bon, il a joué son rôle. Il doit gagner son pain après tout, hein, monsieur. Je n'ai pas de problème. De toute façon, non, je ne veux pas être aussi cynique comme Marlon Brando dans The Godfather, où c'est I have no issue with the way a man earn his living. Non, j'ai un problème la façon dont on gagne sa vie. Vous ne pouvez pas gagner votre vie aux dépens des autres de cette façon. Non, non. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que Kodok a fait. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais vous aviez un potentiel énorme. Bon, je ne sais pas, peut-être les pesanteurs de la... Qu'est-ce que j'en sais? Bon, mais vous étiez appelé à jouer un rôle beaucoup plus grand. Bon, vous avez décidé de vous conformer. Voilà, pour gagner votre pain. Moi, je ne peux pas... Allez, faites ce que vous avez à faire pour nourrir votre famille. Mais ne prétendez pas être un homme politique véritable parce que il faut quand même que je reconnaisse que vous avez fait certaines choses. Hein. J'ai eu à interviewer l'une de votre femmes de votre parti à travers le journal que j'avais au Cameroun. Et bon, j'ai vu les travaux, les choses qu'elle a fait quand même pour les populations c'est ça, de Nyon et Kélé, voilà, de la région. Donc, M. Cabral Libye, vous aviez un potentiel, mais malheureusement, vous êtes en train de tout gâcher. Bon, revenons pour parler de la notion d'espace politique. Donc, je disais que le conflit est enraciné dans l'absence de place pour la différence politique réelle. Nous sommes définis par une philosophie politique monocentrique. Oui. Cabral Libye, comme le faisait Kodok, comme le faisait à l'époque Bello Bouba, voilà les gens que j'ai connus en grandissant. Bello Bouba, Augustin Frédéric Kodok. À chaque fois les élections en range, qu'est-ce que ces partis font? Ils se rallient tout du gouvernement en place. Et on les donne, bien évidemment, toutes des transactions, des négociations, voilà, ésotériques, non, je veux dire, des négociations occultes de tout genre. Voilà, ils se retrouvent la poche pleine avec des positions et voilà, ils ignorent le peuple complètement. C'est comme ça qu'on se retrouve à 43 ans dans un pays qui est en train de se dégénérer. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Parce que la philosophie politique est complètement monocentrique. Il n'y a pas de pluralité comme vous le croyez. Dès lors que les élections arrivent, constatez, tous se rallient, plein se rallient au niveau du RDPC. Et c'est la vie continue. Donc, nous sommes dans un défi par une philosophie politique monocentrique. Premièrement, la capitale, je parle d'espace. Yaoundé détient le pouvoir politique, économique et souvent intellectuel. Il faut que cela change. Il faut qu'il se crée plusieurs centres de pouvoir variés. Yaoundé, il doit se créer plusieurs centres de pouvoir parler. Je suis un pourfendeur de la décentralisation authentique au Cameroun. Un récit, le discours officiel de l'État ne laissant aucune place aux contre-récits ou aux commentaires critiques dans la sphère publique. Il y en a, ça c'était le cas. Il y en a toujours une marge. Vous pouvez toujours tenir des commentaires, mais il y a toujours des menaces. Toujours des menaces. Une identité, l'assimilation forcée à une seule notion centralisée de Camerounais, supprimant la légitimité de la double ascendance. Ouais. Premièrement, nous sommes les Camerounais de la diaspora. Nous n'avons pas accès à la double nationalité.
ce que j'ai eu dit, et d'après des sources sûres, presque tous les membres du gouvernement, des membres importants du gouvernement ont la double nationalité, en commençant par le président lui-même, qui est camerounais et suisse, apparaît-il. Est-ce que c'est normal? Et plein d'autres qui sont camerounais et français et qui sont supposés défendre l'intérêt supérieur de leur nation, mais qui détiennent la nationalité d'autres pays. Expliquez-moi ça. Vous voyez tout ce bordel, ce chaos administratif, philosophique dans lequel les gens se trouvent, dans lequel notre pays est franchi. Quand il y a telle confusion à l'échelle suprême, vous pensez que le pays va ressembler à quoi? Continuons. Cette tyrannie de l'espace empêche la stabilité politique car elle garantit que tout conflit, quelle que soit son origine locale, grève des enseignants, plainte d'un avocat, doit se rendre au centre pour être résolu. Vous devez aller à Yaoundé pour que ça soit résolu. Mais la structure philosophique du centre est conçue pour absorber et effacer la différence, pas pour l'accommoder. On vous appelle à Yaoundé, on vous assoit chez Atangadji ou bien sur d'autres ministres. On vous dit ce que vous avez à faire, on vous menace. Rappelez-moi, ça me rappelle les syndicats comment on appelle là? Des conducteurs de moto. On vous appelle là, je veux dire, on soudoie un ou deux personnes, on menace le reste et vous rentrez chez vous. Il n'y a pas d'accommodation. Pas d'accommodation. Vous venez à Yaoundé, on efface tout. D'où la nécessité de créer des différents centres variés de pouvoir au Cameroun. Monsieur le Président élu, continuez ce travail avec le Grand Nord qui est en avant de cette contestation de façon sérieuse et que les autres suivent et que ceux qui vont représenter ces populations-là, des Grands Nord, entrent dans des tractations sérieuses. Cessez de parler des personnalités là, non, non, non. Parlez des tractations sérieuses pour les générations, le Cameroun, de nos enfants et de vos grands-enfants. Cessez de ce jeu de personnalité, vice-président, c'est complètement irrelevant. Ceux qui ont grandi d'entre nous, combien de noms sont passés? Où est Anze Tsungi? Où est Samuel Eboa? Où est, ça s'appelle comment là? Titu Sedoua? Où est Jean Fouchivé? Je vous donne les noms des gens qui étaient vus comme des, je veux dire, qui exerçaient un pouvoir réel, très puissant en leur temps. Ils sont passés, balayés dans l'histoire. Et sont dans la poubelle de l'histoire maintenant. Donc, cessez d'entrer dans les datations des choses aussi superficielles. Un vice-président, vice-président, c'est irrelevant. Ce qui est relevant, ce sont les négociations que vous devez construire, je répète, pour changer la structure fondamentale de la gouvernance et de la notion d'espace, de la notion d'identité au Cameroun. Voilà ce à quoi vous êtes appelés. Par conséquent, la demande pour le fédéralisme, pour la décentralisation significative n'est pas simplement un débat administratif ou économique. C'est une demande philosophique pour l'espace. Un appel à créer des salles politiques légitimes et reconnues où notre double héritage peut coexister sans qu'un esprit ne domine toujours sur l'autre. Ça, je parlais dans la crise anglophone. Maintenant, dans la crise post-électorale, c'est la même chose qu'il faut s'appliquer. Il faut appliquer. Je répète, le Grand Ouest, et je me permets de le dire, est écarté. Est grandement écarté, au moins depuis 2018, de la structure et de la dynamique et du processus de co-création de la réalité politique réelle et dans sa gouvernance au Cameroun. C'est un fait. Et quand je le dis, ce n'est pas parce que je suis tribaliste, mais ceux qui me connaissent savent que je n'ai même pas ça. Je ne le suis pas. Mais je le dis en tant qu'analyste et en tant qu'un patriote. Et ça représente un problème majeur. Ça représente un problème qui aurait dit été laissé dans les... Comme je parle encore d'héritage de la structure coloniale, où on a dit, ce peuple-là, vous devez l'écarter. Le Cameroun ne peut pas être construit de cette façon-là. Et dans le cas du Grand Nord, encore, ils veulent être écartés. Le Cameroun ne peut pas être construit de cette façon-là.
Donc, je vais conclure en disant que la question fondamentale que je posais dans cette première série de travail, je posais la question de savoir si nous sommes une nation pragmatique ou une nation de philosophie. La réponse est claire. Nous sommes une nation bâtie sur la philosophie, une philosophie de contradiction et de crises récurrentes. Trop longtemps, nous avons délocalisé notre destinée philosophique au passé, acceptant les fardeaux du commandement comme un destin immuable. Nous avons laissé les cycles se répéter. La crise mène à la demande de liberté. La demande est satisfaite par le contrôle conduit à une facture majeure. Et on répète le même thing. Voilà nos cycles. Nous, le peuple, avons le pouvoir de mettre fin à ce cycle, comme certains sont essayés de le faire à Menganga. Nous pouvons commencer la 4e reconstitution, mais celle-ci doit être guidée par un choix philosophique conscient. D'où mon appel urgent à ce que ces vidéos soient passées aux leaders camerounais, aux leaders, véritables leaders de l'opposition. Issa Chiroma et aux autres leaders qui comprennent la politique et qui veulent vraiment transformer le Cameroun. S'il vous plaît, passez cette vidéo. Faire dans l'agitation, faire dans des choses superficielles ne transformeront pas de façon fondamentale. Il faut comprendre les enjeux véritables qui se déroulent au Cameroun. S'il vous plaît, passez cela. Donc, ça doit être guidé par un choix philosophique conscient. Une nouvelle définition de l'unité, un système fondé sur le consentement et la reconnaissance de l'espace tel que je l'ai défini, pas sur la conformité forcée et la centralisation. Ça, c'est un. Un nouvel état de droit, un pouvoir qui donne enfin le pouvoir à l'esprit du défi et à l'esprit de la contestation. La justice, le Parlement et la presse libre de tenir le commandement responsable. Monsieur Chiroma, c'est à ça que je vous appelle dans les négociations. C'est à ça que j'appelle tout autre leader. Il y en a qui vont émerger. Les circonstances créent des leaders aussi. Il y en a qui vont émerger. C'est pas ceux qui crient le plus qui sont des leaders. Je suis un représentant syndical, donc j'en sais quelque chose. Donc j'en sais quelque chose. C'est pas parce que, oui, le cri a sa place, mais je dis, pour être leader et changer le Cameroun de façon fondamentale, ça demande quelqu'un qui, non seulement a de la pugnacité, mais quelqu'un qui sait comprendre quels sont les problèmes majeurs du Cameroun et ils savent où il faut toucher pour pouvoir rehuiler la machine et lui permettre de fonctionner de façon optimale. 4e moment, un nouveau focus, un État qui place la dignité, la liberté et l'économie de l'individu au centre du mandat de l'État, réalisant enfin la promesse d'un État véritablement libéral. Par libéral, entendez un État libéral responsable, qui choisit d'être un État avec un contrôle maximal ou un contrôle minimal, mais qui soit responsable dans le sens qu'il est véritablement libéral. Le président nous avait écrit le libéralisme communautaire. C'était vraiment le libéralisme communautaire. Il devait donc permettre d'appliquer le libéralisme dans sa philosophie pure, qui place l'individu au centre. Et quand il place l'individu, lui, il a dit le libéralisme communautaire. Bon, j'essaie un peu d'analyser. Le libéralisme communautaire, il place non seulement l'individu au centre, mais il place également la communauté au centre. Bon, bien évidemment, l'individu bien avant la communauté, au centre même de la communauté. Ça, c'est bien. Mais lorsque tu places l'individu au centre de la communauté, il y a des préceptes qui vont avec. Soit le consentement, ça veut dire la façon, les décisions qui vont affecter cet individu requièrent le consentement de cet individu. Ça, c'est le libéralisme. L'autonomie et la liberté, le choix de cette personne à prendre des décisions également qui affectent sa propre société. Et dès lors que vous appliquez cela à l'individu, maintenant vous pouvez le transposer à la communauté. J'ai pris mon exemple dans je crois que c'était la vidéo précédente où je parlais par exemple de Tchang. La décentralisation. Une décentralisation réelle, c'est une décentralisation qui sera libérale et même communautaire parce qu'elle va donner donc la possibilité aux communautés, les communautés de l'Est, les communautés
du Sud, Ebolova, où j'ai vécu, les communautés de San Melima, où j'ai vécu également, très très beau peuple, et les communautés du Nord, et les communautés de l'Ouest, de pouvoir justement, voilà, créer des structures qui reflètent ce qu'ils sont. La notion du collectif qu'ils ont pu bâtir sur des millénaires, et ils créent des cultures qui répondent. Voilà, voilà. Je crois que c'est comme ça que moi je comprendrais, j'essaierai une ébauche de ma compréhension de ce que c'est que le libéralisme communautaire. Si c'est ce qu'il faut faire. Donc, un nouveau focus, un État qui place la dignité, la liberté, l'économie de l'individu au centre du mandat de l'État, réalisant la promesse d'un État véritablement libéral, responsable et un État actif, axé sur le bien-être. Il ne faut pas être actif simplement pour menacer, pour envoyer le billet. Il faut être actif, axé sur le bien-être, l'accès à l'eau. Comment on regorge tellement d'eau, mais il y a un problème d'eau au Cameroun? L'accès à l'électricité. Nous avons tellement de ressources hydrauliques, mais on a un problème d'électricité. C'est là il faut être actif. Il ne faut pas simplement envoyer le billet. Ça, ce sont les réflexes d'un individu qui n'est pas développé. Ce sont les réflexes des individus animaux. Nous ne sommes pas gouvernés par des hommes véritables. J'ai la lampe de Diogène avec moi et je cherche avec la lampe de Diogène. Où sont les hommes qui dirigent le Cameroun? Je ne vois pas. Je les cherche, je ne les vois pas. Je ne vois que des animaux. Je cherche avec ma lampe. Où sont-ils? Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Il n'y a qu'un animal qui, dès lors qu'il y a un petit, allez, il se jette. Il envoie la menace, il veut étrangler, il fait ceci. Non. Nous sommes des êtres humains avec la capacité de raisonner, avec la capacité d'appréhender, avec la capacité de nous élever, avec la capacité de créer un bien-être. S'il faut un État actif au Cameroun, l'actif doit être centré sur le bien-être des Camerounais. Nous devons créer notre propre moment de Magna Carta. Et ces moments doivent être créés et être amplifiés. Je le répète depuis que je fais des vidéos, il y a de cela quelques semaines. Ces moments de Magna Carta à Meganga et dans tous les autres qui vont se créer doivent être des moments de Magna Carta qui, je l'espère, seront amplifiés. Il ne sera pas transmis. Il faut exiger de la base jusqu'au haut. Il faut qu'il soit exigé de la base du haut. La Magna Carta est venue de la base jusqu'au haut. Si ça vient du haut, il n'y aura jamais de transformation. Ça doit partir de la base. Et pour que ça parte de la base, il faut qu'il y ait quelque chose de chaud qui se fasse à la base. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Regardez l'histoire du monde. Notre avenir dépend de la reconnaissance de la lutte politique la plus profonde au Cameroun. Notre avenir dépend de la reconnaissance que la lutte politique la plus profonde au Cameroun est une lutte philosophique. Et de la volonté de nous voir, nous le peuple, et de voir notre victoire. Voilà ce que je répète. Nous devons créer notre propre moment de Magna Carta. Il ne sera pas transmis. Personne ne doit le transmettre. Il ne sera pas transmis. C'est vous qui devez le faire. Le salut, c'est vous. Voilà, on nous a dit que quelqu'un nous donne le salut. Je répète, le salut, c'est vous qui devez le faire. Personne ne vous donne le ticket pour avoir le salut. Le salut, c'est vous qui devez l'avoir. Il faut l'exiger de la base jusqu'au haut. Notre avenir dépend de la reconnaissance de la lutte politique la plus profonde au Cameroun, c'est une lutte philosophique. C'est une lutte dans la transformation des institutions de la gouvernance sociale et politique. C'est ça la véritable lutte. Et de la volonté de nous voir, le peuple, de la volonté de voir émerger une victoire. Je vous remercie. J'en ai terminé avec cette première série. Et dans les prochaines vidéos, je commencerai une autre série. Je vous invite énormément, ceux qui sont intéressés, à écouter les autres vidéos et à les adresser à qui de droit? Aux nos leaders politiques et à ceux qui sont émergents. Passez-leur ces vidéos-là. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.